La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, nous serons en compagnie de Sylvie Détiolas et nous allons parler de recherche grâce à l'Institut suisse des sciences noétiques. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Sylvie Détiolas, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous avez créé l'Institut suisse des sciences noétiques, né de la fusion entre l'association Noesis et la fondation Odier de psychophysique. Pouvez-vous nous expliquer le but et les objectifs de cet institut et puis finalement sa création? Alors, le but de l'Institut, le premier but, on va dire, c'est d'étudier ce qu'on appelle les états modifiés de conscience dits non ordinaires, comme le sont par exemple les expériences de mort imminente ou encore les sorties hors du corps. Ça, c'est le premier but, donc c'est de faire de la recherche scientifique pour essayer de voir si on a affaire à des phénomènes plutôt hallucinatoires ou bien si on est en face de quelque chose qui relève d'une capacité encore inconnue de la conscience. Ensuite, le deuxième but, c'est de venir en aide à toutes les personnes qui sont confrontées à ce type de vécu, qui peuvent être parfois très déstabilisants. Donc, c'est pour ça que je travaille avec Claude-Charles Fourier, qui est psychothérapeute et qui, lui, peut offrir un soutien psychothérapeutique aux personnes qui en ont besoin. Et puis, le troisième but, c'est d'informer, de diffuser une information objective, on va dire, sur ces phénomènes, alors notamment auprès du grand public, mais avec un accent particulier pour les milieux médicaux qui sont souvent en première ligne par rapport à ces phénomènes et qui les connaissent souvent très mal. Alors juste une petite parenthèse, qui sont Marcel et Monique Odier? Alors Marcel et Monique Odier, ce sont les fondateurs de la fondation Odier de psychophysique. Donc ils ont fondé cette fondation en 92. Et donc les buts de la fondation étaient un petit peu différents, on va dire. C'était d'étudier les relations entre l'esprit et la matière. Mmh. Donc ils s'intéressaient un petit peu, en fait ils parlent de psychophysique, mais c'était un petit peu, on va dire, d'étudier tous les phénomènes plutôt parapsychologiques comme la télépathie, la vision à distance, les phénomènes de psychokinèse, donc des choses comme ça. C'est ça qui les intéressait. Et puis ce qui s'est passé, c'est que donc moi j'ai créé, à l'époque ça s'appelait le Centre Noesis, donc en 99 à Genève, qui était donc une association. Et au bout de quelques années, j'ai été remarquée par la fondation Odier qui m'a proposé de financer mes recherches. Et notamment à l'époque, j'avais cette idée de monter un projet autour des sorties hors du corps. Et voilà, on est rentré en contact, je leur ai proposé le projet, ils ont accepté. Et ils nous ont financé pendant 5 ans. Et puis finalement, la fondation Odier arrivait un petit peu en bout de course. Marcel Odier avait envie de prendre sa retraite. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a donné la fondation. C'est-à-dire qu'on a fusionné le Centre Noesis et la fondation Odier en 2012. Et on est devenu l'Institut suisse des sciences noétiques, fondation reconnue d'utilité publique à Genève. Alors vous comptez parmi vos membres des scientifiques réputés comme le biologiste Rémi Chauvin ou encore le physicien Olivier Costa de Beauregard, c'est bien ça? Oui, alors à l'époque où j'ai rencontré Marcel et Monique Odier, c'est vrai que Rémi Chauvin et Olivier Costa de Beauregard, donc l'un étant biologiste, l'autre physicien, faisaient partie du conseil de fondation. Malheureusement, ils sont aujourd'hui tous les deux décédés, mais j'ai eu la chance de pouvoir les rencontrer et c'était vraiment des gens passionnants, on va dire, et très ouverts d'esprit. Donc il y a vraiment eu des scientifiques de haut niveau qui ont fait partie de la fondation Odier. Ouais. Oui, et aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a un conseil de fondation qui est plus réduit. On a une médecin qui travaille à l'hôpital de Lausanne, du CHU, ce qu'on appelle le Centre hospitalier universitaire vaudois, qui est spécialisé dans les soins palliatifs. Et puis Louis Naoum, qui lui est neuropsychologue à Genève. Et puis moi-même. On a dans l'idée de faire grossir un petit peu ce conseil de fondation, mais on prend un petit peu notre temps avant d'introduire de nouveaux membres. Quel était le cheminement depuis la création de cet institut? Qu'avez-vous découvert et où en êtes-vous aujourd'hui? Alors, découvert, on va dire, la première
première partie, moi, quand j'ai commencé en 99, c'est vrai que les 5 premières années, on va dire, c'était surtout du recueil de témoignages. Donc avec mon collègue, on a reçu beaucoup de gens. Maintenant on a accumulé plus de 3000 témoignages et on a fait une étude, on va dire phénoménologique comparative entre ces différents états pour voir si on pouvait tirer un petit peu des points communs, s'il y avait un profil aussi psychologique qui prédisposait à vivre ces phénomènes. On a fait aussi toute une analyse plus justement psychologique et psychothérapeutique sur le contenu des expériences, et on s'est rendu compte que la composante psychologique est importante, même si ces phénomènes peuvent pas être réduits justement à un problème d'ordre psychologique. Il faut savoir quand même que il faut pas prendre ces témoignages au pied de la lettre et qui sont très, on va dire, très conditionnés justement par le profil de la personne, par son éducation, par sa culture notamment, mais aussi par justement tout ce qu'elle a vécu sur le plan personnel et sur le plan psychologique. Donc on a beaucoup étudié ça pendant un temps. Ça a donné lieu à un premier livre qui est paru en 2011, qui s'appelle État modifié de conscience. Et puis par la suite, alors grâce justement avec le soutien de la Fondation Odier, on est passé à une recherche plus expérimentale et on a monté justement ce projet de recherche sur les sorties hors du corps, dans l'idée de pouvoir étudier ce phénomène en laboratoire et de pouvoir trancher entre l'hypothèse hallucinatoire, comme je le disais avant, ou celle d'une capacité inconnue de la conscience. Et donc là, on a travaillé pendant 10 ans. On a vu beaucoup de candidats pour ce projet, mais finalement, on s'est concentré sur un candidat en particulier qui s'appelle Nicolas Fraisse. Oui, on en parlera tout à l'heure, oui. Voilà, et avec qui on a eu des résultats. On en parlera peut-être plus longuement, mais disons que si vous voulez savoir un petit peu à quoi on aboutit, nous, on peut dire qu'avec ce projet, ça nous a permis en tout cas, de constater qu'on n'était pas en face d'hallucination. Voilà. Bien sûr. En tout cas, quand il dit sortir de son corps, est-ce qu'il sort vraiment de son corps? Ça, c'est une autre question, mais en tout cas, il peut avoir accès à des informations sans passer par ses 5 sens physiques. Donc, on a au moins réussi à montrer ça. Alors, comment procédez-vous pour faire vos recherches? Je suppose que vous avez mis en place un protocole bien précis. Oui, alors, on a un petit peu tâtonné avec notre protocole. Et puis finalement, on a mis en place un protocole ce qu'on appelle en double aveugle, c'est-à-dire qu'on se tient dans une pièce avec le candidat qui est allongé en général sur un matelas. Dans cette pièce, il y a un premier ordinateur qui est connecté à un deuxième ordinateur qui se trouve dans la pièce d'à côté, qui elle est fermée à clé, les stores sont baissés au moment des tests. Et dans le deuxième ordinateur, il y a une base de données qui comprend environ 400 images. Et depuis le premier ordinateur, dans la pièce où on se tient, on peut lancer un programme qui va aller choisir aléatoirement une image dans cette base de données et la projeter donc dans la pièce qui est fermée à clé. Et à ce moment-là, on demande au candidat d'essayer de sortir de son corps, d'aller dans la pièce d'à côté, de voir l'image et ensuite de revenir nous dire ce qu'il a vu. À ce moment-là, donc dans un premier temps, on lui demande de nous raconter ce qu'il a vu, et ensuite on rappuie sur le premier ordinateur, et là l'ordinateur va lui présenter 20 images, parmi lesquelles se trouve l'image cible, et il doit l'identifier de façon formelle, pour qu'il n'y ait pas justement de biais d'interprétation. C'est pas juste il nous décrit quelque chose, mais il doit vraiment reconnaître l'image de façon formelle. Et vous avez eu de bons résultats avec certains expérienceurs? Alors, le seul vraiment qui a réussi à se conformer à ce protocole, parce qu'il y a beaucoup de difficultés. En fait, nous, quand on a commencé, on a pensé qu'en une année, on arriverait à boucler ce projet. Et on s'est rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué, déjà, de faire en sorte que le candidat vraiment arrive à sortir de son corps à volonté, ce qui est vraiment pas gagné. Et même après 10 ans, avec notre candidat principal, il n'y arrive toujours pas à 100%. Ensuite, il faut qu'il apprenne à se déplacer dans la pièce d'à côté, qui ensuite il arrive à voir l'image, qu'il la mémorise. Tout ça, ça a demandé beaucoup d'entraînement. Donc il y a eu pas mal de difficultés, mais disons qu'on a eu donc il y en a aucun qui a réussi à se conformer à ce protocole, si ce n'est justement Nicolas Fraisse. Et lui, à partir du moment où notre protocole était au point, où on avait le matériel, où lui était suffisamment entraîné,
on a pu faire 40 tests, et sur ces 40 tests, il est revenu 7 fois en identifiant correctement l'image. C'est-à-dire que les 33 autres fois, c'est pas qu'il a identifié une mauvaise image, mais il est revenu à lui en disant je n'ai pas réussi à faire de sortir du corps, ou je ne suis pas allé dans la pièce test, ou je n'ai pas vu l'image, mais jamais donc il a identifié une mauvaise image. Chaque fois qu'il a dit j'ai vu l'image, il l'a identifié correctement. D'accord. Donc 7 tests, c'est pas énorme, mais 7 réussites sur 7, on peut dire. Chaque fois qu'il a identifié l'image, c'était correct. Donc c'est quand même un résultat extrêmement fort. Justement, alors, Nicolas Fraisse, qui est-il? Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Je sais pas, est-ce que mon collègue, tu voudrais présenter Nicolas un petit peu? Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter Nicolas Fraisse? Quel a été son parcours, son cheminement? C'est-à-dire Nicolas, nous on l'a rencontré il y a très longtemps, déjà une dizaine d'années. Donc à l'époque c'était un jeune homme déjà bien sympathique, mais il avait cette particularité, c'est d'ailleurs pour ça qu'il nous avait contacté, de pouvoir sortir de son corps. Et suite à la demande qui avait été la nôtre lors de la réunion de Martigues en 2006, il s'était présenté comme candidat possible. Donc on a eu plusieurs propositions. Sur la durée, Nicolas a été la personne qui a représenté le plus de possibilités et d'avantages aussi, parce qu'il avait entre autres la possibilité de se déplacer facilement, un peu à la demande, et il n'y avait pas trop de problèmes de ce côté-là. Mais l'avantage de Nicolas dans ce genre de recherche, de projet, d'études, c'est surtout que c'est quelqu'un qui est tout à fait les pieds sur terre, très cartésien. Il n'interprète pas ses expériences, il est tout à fait dans la lucidité de ce qu'il vit, et c'est un avantage certain par rapport à d'autres candidats qui eux-mêmes pouvaient éventuellement sortir de leur corps, mais derrière l'expérience, il y avait toujours parfois des interprétations souvent erronées et souvent aussi malheureusement des dérapages. Comment ça a commencé pour lui, puisqu'il sort de son corps depuis longtemps, je suppose? Oui, Nicolas, pour lui, il n'a pas le souvenir d'avoir vu cette chose commencer. Ça fait partie de son vécu. C'est inné. Il a toujours été à même de vivre ça sans se rendre compte que lui-même vivait ça, pensant que tout le monde le vivait. Ouais. C'est quand il a vu que d'autres personnes ne le vivaient pas, quand il a commencé à en parler d'une façon un peu naïve, qu'il s'est vraiment posé la question, mais il était encore très très jeune. Et heureusement, je crois que c'est vers l'âge de 7 ans qu'il a commencé à prendre conscience de cette chose. Et heureusement pour lui, il avait sa grand-mère qui elle-même vivait des phénomènes plus ou moins identiques et qui était pour lui vraiment une grosse rassurance dans ce domaine. D'accord. Après, au cours de sa jeunesse, de son adolescence, il a été, c'est sûr, confronté d'une façon des fois plus pénible à ce phénomène, parce qu'il rencontrait des personnes qui ou se moquaient de lui, ou ne le croyaient pas, ou le remettaient en question. Donc finalement, pour lui, c'était une période, peut-être comme toute adolescence, un peu pas facile à vivre au niveau de ce phénomène, et puis peut-être de son vécu en partie général. Mais à partir du moment où il a pu prendre le bon cap par rapport à ça, pour lui, après, ça a été tout à fait quelque chose de sans question pour lui, c'est redevenu quelque chose de normal, quoi. Et aujourd'hui, il gère la situation tout à fait normalement. À présent, tout à fait. Il n'a absolument aucune appréhension, aucun problème. C'est pour lui même souvent une façon de s'évader de moments un peu ennuyeux, ou l'occasion de faire des voyages assez fantastiques. Son vécu de ce type d'expérience est très polymorphe. Il a plusieurs façons de vivre ça, déjà plusieurs façons de sortir de son corps, et puis plusieurs façons de vivre le phénomène. Et donc pour lui, ça reste quelque chose... il le dit souvent, s'il n'avait plus cette capacité, pour lui, c'est vraiment comme si on lui enlevait quelque chose, comme s'il devenait aveugle ou quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose qui est intégré en lui et avec laquelle il n'a aucun problème. Et d'ailleurs, ils disent tous ça, au même titre que les gens qui ont vécu de NDE reviennent avec des certitudes, reviennent avec un bien-être. Enfin, la plupart, ceux que j'ai eus en interview, m'ont tous dit que c'était
formidable. Oui, c'est l'ambiguïté, ça, avec les expérienceurs de NDE. C'est-à-dire, ils ont tendance souvent à magnifier leur vécu. Et puis, peut-être que ceux qui parlent et qui ont envie de témoigner sont peut-être ceux qui ont effectivement bien vécu l'expérience. Parce que, par contre, nous, dans le cadre de l'Institut, nous rencontrons beaucoup de personnes qui ont vécu ce type d'expérience et qui sont un peu perturbées, voire beaucoup perturbées. Ils sont perturbés par quoi ? Par tout ce qui s'est passé dans l'expérience, par la découverte de choses qui leur semblaient qui n'étaient même pas concevables pour elles auparavant. Donc elles savent plus si elles sont folles, si elles ont rêvé, si c'est vrai, pas vrai, comment se situer par rapport à ça. Si elles en parlent à leurs proches, on va leur dire mais ça va pas. Rares sont les proches aussi qui peuvent entendre ça. Elles-mêmes sont... Et puis comme souvent avec le vécu de ce phénomène, il y a d'autres choses qui apparaissent. Après, elles savent pas trop quoi en faire, des capacités bizarres pour elles, normales pour des personnes un peu sensibles, mais ça déstabilise énormément. Parfois, c'est carrément un traumatisme. Je vous propose de marquer un temps d'arrêt, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour, nous sommes toujours en compagnie de Sylvie Détiolas. Nous parlons de recherche, nous parlons de NDE grâce à l'Institut des sciences noétiques basé en Suisse. Sylvie, est-ce que vous pourriez nous expliquer une expérience test que vous avez vécue avec Nicolas Fraisse, quelque chose de pertinent? Alors, il y en a différentes qui sont assez pertinentes. Il y a une des premières expériences qu'on a fait avec lui. Bon, ça fait pas partie des tests officiels, on va dire, mais une des premières expériences à fait avec lui, où pendant sa sortie hors du corps, il a vu, donc il y avait une image projetée derrière un paravent, et il est revenu en nous disant j'ai vu une forme pointue. C'était un petit peu comme un A majuscule. Il y avait une barre transversale. Tout le long, il y avait des croisillons. Ça, j'ai l'impression que c'est du métal, mais je ne sais pas exactement ce que c'est. Et voilà, il était incapable de faire autre chose que de décrire l'objet, mais il ne pouvait pas l'identifier. Et quand on a été voir ce qu'était l'image en question, c'était une photo de la Tour Eiffel. D'accord. Alors c'était un des premiers tests qu'on a fait avec lui, donc déjà ça nous avait quand même pas mal positivement perturbé, on va dire, mais c'est vrai que entre le fait de se dire que cette capacité est peut-être possible et assister à ça en direct en tant que chercheur, en tout cas moi en tant que scientifique, ça m'avait quand même bien bousculé. Et c'était intéressant à double titre parce que ça montrait que dans cet état-là, en fait, ces facultés intellectuelles ne fonctionnent pas tout à fait pareil. Et ça s'est vérifié par la suite, ça arrivait très très souvent, qu'il puisse nous décrire quelque chose, mais sans le nommer. Alors après, si on lui montre l'image, ou si on lui montre 20 images, il peut identifier l'objet en question, parce que voilà, par déduction, il va dire c'est ça. Mais dans sa tête, c'est comme si les connexions ne se font pas. Ouais. Et ça, c'était intéressant. C'était juste une constatation de voir que c'est comme si toutes les fonctions intellectuelles sont là, mais ça fonctionne quand même différemment pendant cette sortie hors du corps. Et il y avait une histoire aussi de boulangerie, ou je ne sais plus, d'un test pour voir ce qui se passait dans une épicerie ou une boulangerie. Oui, alors, ça c'est quelques années plus tard. En fait, il y a une télé suisse qui est venue faire un documentaire sur l'Institut, qui a voulu rencontrer Nicolas, et qui nous avait demandé si on était prêt à faire un test devant les caméras. Et on avait refusé parce que voilà, on avait déjà tellement de mal à préparer à Nicolas sur le plan psychologique pour qu'il s'habitue à nous, pour qu'il soit en confiance. On se dit on va surtout pas tout bousiller en essayant de faire un test comme ça qui va être quelque chose qui va être extrêmement stressant pour lui. Et en fait, l'équipe télé n'a pas tenu compte de ce qu'on a dit, a été interviewer Nicolas chez lui, et alors que ça devait être un interview banal, en fait ils avaient posté quelqu'un à eux dans une boulangerie qui était à une centaine de mètres. Et pendant l'interview, ils ont demandé à Nicolas s'il pouvait aller voir ce qu'il y avait dans la boulangerie en sortie de corps. Oui.
Et en fait, Nicolas ne s'est pas démonté. En fait, là, le stress a eu un effet plutôt positif, on va dire, mais il n'a pas utilisé la sortie de corps, il a utilisé une autre de ses capacités qui s'est développée en fait au fur et à mesure où on a travaillé avec lui. Il y a d'autres capacités qui sont apparues chez lui, et c'est la vision à distance. Mmh. Donc effectivement, il a commenté en direct, enfin pendant que l'on le filmait, il a décrit ce qu'il voyait dans la boulangerie, et la personne que la télé avait posté là-bas prenait des photos, avait une oreillette, écoutait et prenait en photo ce qui correspondait en fait. Ouais. Et donc il a décrit plusieurs choses, notamment qu'il y avait une sorte de caisse à pain qui était tombée dans le couloir qui menait au laboratoire de la boulangerie, qu'elle n'était pas totalement tombée, qu'il y avait quelque chose qui la retenait, et effectivement il y avait une photo qui montre exactement cet objet. Et puis surtout il a parlé des boucles d'oreilles de la vendeuse qui avait une forme d'encre de bateau. D'accord. Et donc l'équipe télé ensuite a demandé à cette vendeuse, et qui a dit que c'était le premier jour où elle les portait, elle les avait achetés la veille, donc Nicolas ne pouvait pas les avoir déjà vus et les connaître. Donc là c'était un test qui était extrêmement réussi. On va dire. Alors le fait qu'il y ait des tests justement qui ne soient pas très concluants ou un peu plus ou moins flous, est-ce que ça serait pas le fait de... Alors je vais employer le mot rentrer dans son corps, mais on pourrait employer d'autres termes. Est-ce que c'est pas le fait de rentrer dans son corps et reprendre contact avec son cerveau, repasser par le filtre du cerveau qui finalement annihilerait un peu les souvenirs? Oui, alors justement c'est pour ça que ce qui était intéressant en travaillant avec Nicolas, c'est qu'on a pu essayer de répondre à ce type de questions. Mmh. Et lui a un esprit très analytique, et il arrive à prendre de la distance par rapport à ce qu'il vit. Ouais. Et donc lui, ce qu'il ressent, c'est que quand il est en état d'OBE, c'est comme si, bien sûr qu'il ne voit pas la scène avec ses yeux, puisque avec ça, en disant que c'est pas une vision rétinienne, il a plus l'impression d'avoir accès à de l'information. Ouais, c'est ça. Il a accès à toute l'information d'un lieu, par exemple. Souvent, il dit, mais j'étais en même temps le sol, le plafond, les murs, les objets, les personnes présentes. Donc c'est comme s'il avait accès à une base de données, de nouveau, en ayant accès à toutes ces informations. Et quand il revient, lui a la sensation que son cerveau va mettre ça en scène comme quelque chose qu'il aurait vu de l'extérieur, parce qu'on sait que la vision est notre sens dominant, donc on a l'habitude, notre cerveau a l'habitude de construire les choses comme ça. Mais effectivement, et du coup, c'est là qu'il y a peut-être des choses qui peuvent être du coup inexactes, parce que souvent, par exemple, des fois il nous a dit que la porte était à côté de la fenêtre, alors que dans la pièce où on a utilisé différents lieux pour faire des tests, la porte était en face de la fenêtre, ou des choses comme ça, pour prendre un exemple simple. De temps en temps, il y avait des choses qui ne jouaient pas, alors que par contre, il décrivait exactement l'objet qu'on voulait lui faire voir, mais par exemple, la géométrie des lieux ne correspondait pas, comme si, effectivement, l'interprétation et le filtre du cerveau ne redonnaient pas une vision tout à fait correcte de la scène. C'est un peu comme quand on rêve. Alors moi, je fais des rêves très très nets, très pertinents. D'ailleurs, j'arrive à confondre le rêve et cette réalité. Des fois, je me dis, non, c'était un rêve. Alors, je me souviens de scènes très, très... Je pourrais les décrire, faire des croquis, un dessin. Par contre, je sais qu'il me manque des scènes, il me manque des morceaux. Donc, comment peut-on expliquer ça? Finalement, c'est le filtre du cerveau qui occulte le reste de l'information. De nouveau, oui. Ouais, c'est comme ça. Et ça, c'est aussi quelque chose un des problèmes qu'on a rencontré avec Nicolas. Lui, au début... quand il était en sortie de corps, il n'avait pas la conscience sur le moment d'être en sortie de corps. Il en avait le souvenir en revenant. Oui. Et des fois, justement, il manquait des morceaux. Et puis, c'était à la faveur on disait quelque chose, ou on parlait de quelque chose, et tout d'un coup, le contenu de la sortie du corps remontait à la surface. Et c'est, comme vous l'avez dit, exactement comme les rêves. Souvent, on revient le matin, on a occulté les rêves. Et tout d'un coup, c'est comme si le chemin, la connexion se refait, et on a de nouveau accès à cette mémoire, comme si c'était peut-être un peu trop pour notre cerveau d'emmagasiner tout ça. Et c'est quelque part, mais voilà, on n'y a pas en permanence accès. Et c'est vrai qu'on a la totalité de l'information sur le coup, mais après, quand on revient, c'est un petit peu dissonant. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que, je pense que mon collègue va vouloir compléter que
Nicolas, il a sa façon à lui de vivre les sorties hors du corps et tout le monde ne les vit pas de la même façon. Donc ça, c'est un cas de figure. Attendez, je vous passe mon collègue qui... Oui, je reprends par rapport à Nicolas. C'est sûr que Nicolas, il a déjà lui-même plusieurs façons de sortir de son corps. Donc on a tendance, nous, à faire un cas général de la façon qu'on a le plus observé avec lui au cours des tests. Mais il lui est arrivé à lui de faire des sorties de corps d'une façon différente et le contenu et d'avoir un contenu aussi différent. Mais bon, nous on voit pas mal de personnes qui vivent ce phénomène et c'est pas forcément ce qui se passe chez chacun. Il y a des personnes qui vont avoir effectivement une vision comme si elles étaient encore dans leur corps. Et c'est pas forcément qu'elles vont reconstituer les choses après coup. Et c'est un peu comme si elles ont gardé le visuel quand elles étaient dans leur corps. Donc c'est ça qui est important, c'est que Nicolas, c'est un cas, mais c'est pas la généralité du phénomène qui se déroule toujours de cette façon. Est-ce que le fait pour certains de s'entraîner justement à sortir, puisqu'ils ont la possibilité déjà, n'améliorerait pas justement le retour avec une meilleure mémoire, des meilleurs souvenirs? Alors ça, c'est sûr que tous ceux qui ont cette capacité, plus ils vont s'entraîner, plus ils vont devenir conscients du phénomène, meilleur sera le souvenir a posteriori. Mais c'est pas non plus une règle. Souvent, les personnes qui en font presque ça d'une façon quotidienne vont certainement rapporter des souvenirs d'une façon plus précise et plus intacte, je pourrais dire, que celui qu'il vit d'une façon anecdotique, même s'il est très en conscience de ça. Il faut savoir aussi que la sortie du corps, c'est un phénomène que probablement chacun de nous vit la chaque nuit. Peut-être une fois, peut-être deux fois, peut-être ça saute quelques nuits, mais c'est un phénomène fréquent pour tout un chacun. Ce qui est beaucoup plus particulier, c'est que certaines fois on en a conscience, certaines personnes en ont conscience à chaque fois comme Nicolas, d'autres personnes en ont conscience une fois de temps en temps, et aussi ça peut arriver, certaines personnes en ont conscience quand ça se passe dans la journée au cours de quelque chose de complètement inhabituel, une peur, etc., etc. Donc ce qui est intéressant dans la sortie de corps, c'est ce que ça apporte sur la notion de conscience et aussi sur le fait que c'est la conscience qu'on en a qui va donner une suite ou pas au phénomène. Alors ce que j'ai remarqué, c'est que quand on est fatigué ou on a des problèmes ou on n'est pas au meilleur de sa forme, on se souvient moins des rêves, c'est moins net. Donc à contraire, quand on est en pleine forme, quand on a l'esprit décontracté, les souvenirs sont beaucoup plus probants et clairs. Oui, mais là c'est pas le cas. À la limite, c'est quand plus les personnes vont être dans une sorte de traumatisme, plus elles vont avoir des souvenirs. Ah oui. Voilà, c'est l'inverse, parce qu'à ce moment-là, ça les frappe. Et c'est pas forcément comme dans la réalité de la vie. Je vous propose de marquer un temps d'arrêt, on revient dans quelques instants. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour, nous sommes toujours en compagnie de Sylvie Détiolas. Nous parlons de recherche, nous parlons de NDE, grâce à l'Institut des sciences noétiques basé en Suisse. Alors d'une manière générale, est-ce que vous avez l'impression que les recherches avancent ? Sur la sortie de corps en particulier ? Oui, on pourrait généraliser, mais déjà sur la sortie de corps, oui. Est-ce que vous avez l'impression que un peu partout, on arrive à rassembler le puzzle et à avancer ? Alors, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça. Je dirais que les mentalités commencent à changer. Il y a de plus en plus d'intérêt qui se portent sur ces phénomènes. Mais au niveau recherche, il y a encore très très peu de choses qui sont faites hors du cadre classique, c'est-à-dire où on les aborde comme des hallucinations et où on étudie simplement qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour expliquer cette hallucination. Ça, c'est encore, on va dire, le point de vue dominant. Et il y a des laboratoires de recherche
dans le monde qui travaillent sur les sorties hors du corps, mais qui n'envisagent pas que ça puisse être autre chose que des hallucinations. Et du coup, ça tourne en rond. Tout ce qu'on peut décrire, c'est un mécanisme cérébral qui est associé à ce phénomène. Et encore, c'est souvent, ils travaillent souvent avec des personnes qui souffrent de pathologies, puisque il y a certaines pathologies mentales ou cérébrales, on va dire, qui peuvent donner lieu à des phénomènes qui ressemblent à la sortie hors du corps, qui sont ce qu'on appelle les illusions otoscopiques. Et donc c'est souvent ce type de phénomène qui est étudié en laboratoire. Et pour rebondir aussi sur ce que disait mon collègue avant, c'est vrai que c'est ambigu parce que on parle de la sortir du corps, mais en fait, nous, c'est peut-être une des choses qui nous a le plus frappé, c'est qu'en fait, il y a 1001 façons de vivre ce phénomène. Ouais. Nicolas, comme je l'ai dit, il a une façon de le vivre, mais il en a plusieurs. Il n'y a pas deux personnes dans les gens qu'on a rencontrés qui le vivent exactement pareil. Hein. C'est un peu comme les expériences de mort imminente. En même temps, il n'y en a pas de pareil. Et puis là-dessus, il y a justement tous ces phénomènes d'illusion otoscopique qui ressemblent beaucoup aux OBE et qui actuellement, dans le monde scientifique, sont considérés comme des sorties hors du corps. Donc voilà, ça devient très compliqué quand on parle de ça parce qu'on fait vite des généralités et c'est vrai que c'est souvent un petit peu du cas par cas. Mais pour répondre à votre question, je pense qu'on est à un moment très important parce que, enfin moi ce que j'ai pu constater depuis bientôt 20 ans que je travaille dans ce domaine, c'est que l'attitude quand même des scientifiques vis-à-vis de ces phénomènes a changé. Ouais. On peut en parler comme d'un sujet de recherche sérieux et on peut commencer à envisager que ce soit autre chose que des hallucinations sans être pris pour un farfelu total. C'est vrai. Et rien que ça, c'est énorme parce que je pense que nous d'ailleurs en écrivant ce livre, c'est ce qu'on a voulu faire, c'est un peu jeter un pavé dans la mare et espérer qu'il y ait d'autres laboratoires de recherche qui essayent de faire la même chose que nous. Parce que c'est ça la recherche, hein. Il faut refaire toujours, il faut que ce soit reproductible, il faut faire ça avec d'autres candidats, jusqu'à ce qu'un phénomène soit vraiment reconnu. Il faut qu'il soit étudié un peu partout dans le monde avec différents candidats. Donc c'était un petit peu notre espoir, c'est de susciter l'intérêt et la curiosité d'autres laboratoires de recherche. Et je pense que c'est le bon moment. Je pense que malgré tout, les mentalités sont en train de changer, donc je dirais qu'on a bon espoir pour l'avancée des recherches. Qu'est-ce que vous appelez illusion otoscopique ? Alors, il y a différentes choses, mais par exemple, ça peut être lié à la schizophrénie, ça peut être lié à des cas de dépression très profonds, ça peut être lié à différentes maladies, mais il y a plusieurs types d'illusions. Souvent, la personne va voir un double d'elle-même dans l'espace qui autour d'elle, parfois plusieurs doubles d'elle-même. Souvent, elle a de la peine à dire clairement si elle se trouve dans son corps ou dans un double. Donc, le corps est tronqué. Souvent, il peut être distordu. Il peut y avoir certaines choses qui montrent qu'il y a ça ne correspond pas à la réalité, si vous voulez. Dans le cas de l'OBE tel que nous on l'étudie, donc des sujets sains, des cas spontanés, le corps est toujours perçu comme dans son intégrité. Ouais. La personne va le voir de l'extérieur. Elle sait clairement qu'elle n'est pas qu'elle n'est pas dans son corps physique, et le corps est parfaitement intact. Ouais. Et souvent, le corps ne l'intéresse pas beaucoup. Elle va plutôt s'intéresser au décor ou à l'environnement. Alors que dans les cas d'illusion otoscopique, les gens sont focalisés sur ce double d'eux-mêmes, mais par contre, l'environnement est flou ou bien complètement inexistant. C'est curieux. Au niveau phénoménologique, si on compare vraiment les descriptions, les témoignages, on voit bien qu'on a affaire à des phénomènes qui sont réellement différents. C'est curieux parce que c'est la première fois que j'en entends parler. C'est pour ça, parce qu'en général, les personnes que j'ai dans l'émission, sortent de leur corps, voient leur corps, effectivement, qui ne les intéresse pas, et puis ils suivent leur chemin. Hein. Ouais. Voilà, c'est très ça, curieux. Exactement. Les gens, et souvent les gens se déplacent. Oui. Alors que dans les cas pathologiques, les gens, c'est quelque chose d'assez bref, et puis ça tourne autour de ce double. Mais voilà, ça c'est vraiment des cas pathologiques. Ou alors il y a aussi ce qui peut être associé avec des épilepsies temporopariétales. C'est juste la vision d'être à l'extérieur du corps, comme au-dessus de son corps ou derrière son corps. Donc mais c'est souvent des expériences qui sont assez brèves. Ça dure le temps de la crise et ça s'arrête. Et il n'y a pas tout le déroulement qu'il peut y avoir chez une personne qui fait
qui a ces phénomènes depuis tout petit, comme Nicolas. Voilà, la personne va s'en aller ailleurs. Il y a tout ce qui est du domaine du voyage astral aussi, qui peut être de nouveau là très varié. Comme l'a dit Claude Charles, on a aussi beaucoup de gens qui sont perturbés par ces phénomènes, mais une fois qu'ils ont compris que c'était pas dangereux, et qu'ils arrivent à le vivre bien, c'est quelque chose qui est plutôt extrêmement positif, extrêmement épanouissant, qui peut être un outil de connaissance de soi, alors que dans les cas pathologiques, ça reste quelque chose de perturbant et d'angoissant. Voilà, on ne peut pas en faire quelque chose de positif. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on nous a bloqué étant petit, justement, ces possibilités? Parce que quand on revient, quand on est gamin, on vous dit « mais non, mais tais-toi, c'est pas possible, tu racontes des bêtises ». Est-ce que, à force de nous répéter que ça n'existe pas, que c'est pas possible, ça devient impossible finalement. Et on met des verrous? Alors ça c'est certain que en étant dans une société où ces phénomènes sont pas acceptés, où on n'en parle pas, où même si on n'en parle pas directement, on sent bien que c'est quelque chose qui n'est pas considéré comme possible, on doit se mettre des verrous, parce que il y a des enfants qui vivent ça, mais à qui on n'a pas dit que c'était pas possible, et qui finissent par ne plus en vivre. Il y a un âge, on dit toujours vers 7-8 ans. Tous ces phénomènes, ça peut être voir des personnes décédées, ça peut être la télépathie, ça peut être différentes choses, aussi des visions ou des prémonitions. Tout ça semble s'arrêter vers l'âge de 7-8 ans. C'est peut-être aussi dû au fait que la personne est plus attachée, on va dire, ce mécanisme est moins labile. Enfin, la personne est plus attachée à son corps, plus elle grandit. On peut penser qu'il y a aussi quelque chose de cet ordre-là. Il doit y avoir différentes choses qui concourent au fait qu'avec l'âge, on perd ses capacités. Mais certainement le fait que, bien sûr, que la société ne soit pas ouverte à ça. Même si les parents, par exemple, sont ouverts, vous avez quand même l'influence des copains, de la société, des voisins, qui finalement vous ferment tout ça. Oui, tout à fait. Et puis c'est vrai que selon le profil après de la personne, ça aura plus ou moins d'importance. Par exemple, Nicolas, lui, il a bien compris, il a essayé d'en parler, il a bien compris que c'était peine perdue, pas bien accepté, et qu'on commençait à le regarder un petit peu bizarrement, et il a juste arrêté d'en parler. Bien sûr. Mais il a continué à en vivre, parce que c'était quelque chose qui devait être tellement fort chez lui qu'il ne pouvait pas faire autrement. Mais on peut très bien penser que pour d'autres enfants, ça va être vraiment inhibant, et qu'eux-mêmes vont couper parce qu'ils vont avoir peur de ce qu'ils vivent. Si les grands refusent ça, c'est peut-être même que je suis en train de devenir fou. Voilà, c'est ça le problème. Que c'est dangereux. Enfin, on peut imaginer différentes choses, bien sûr. Tout à fait. Vous avez des projets? Alors, je dirais que nos projets, nous, on est un petit peu, on est dans une période assez difficile parce que malheureusement, on n'a plus de financement. Donc, notre projet, ce serait de poursuivre notre collaboration avec Nicolas et d'aller un petit peu plus loin dans cette étude des sorties hors du corps, hein, puisque comme je l'ai dit avant, on a montré que Nicolas vivait quelque chose qui n'était pas de l'ordre de l'hallucination, mais prouver que sa conscience vraiment se délocalise, c'est quelque chose qui est plus compliqué, qui va demander une deuxième étape. Et pour l'instant, je dirais que essentiellement, on cherche des financements, et on espère bien que ce livre va contribuer à nous amener des mécènes pour qu'on puisse poursuivre nos travaux. Alors, comment peut-on faire pour vous aider concrètement ? Alors concrètement, il y a toujours vraiment les gens qui ne sauraient pas quoi faire de leur argent, qui auraient envie de nous aider. Il y a possibilité de nous faire des dons directement sur le site de la Fondation, donc www.isnoe.ch. Et puis sinon, à côté, moi j'ai créé une société qui s'appelle Isnoe Diffusion, où on diffuse justement de l'information, où on fait de l'événementiel aussi autour de tous ces phénomènes et de la recherche sur ces phénomènes. Et là, il y a le moyen de devenir adhérent de la société, puisque l'idée, c'est que la société, elle reverse ses bénéfices à la Fondation pour aider la recherche. Donc, il y a ces deux moyens, soit en devenant adhérent, ce qui permet d'avoir certains avantages, accès à des interviews de conférenciers en ligne, des réductions sur les événements, puis beaucoup de choses qui sont en préparation, puisque c'est quelque chose qu'on est aussi en train de développer. Mais voilà, il y a déjà ça, et puis sinon, c'est parler de nous, parler de nos recherches. Ça peut toujours, je dis, plus on parle de nous, plus on a de chances de trouver ces fameux financements. C'est certain. Vous donnez des conférences ? Oui,
on donne des conférences. J'ai malheureusement pas les dates, mais on en aura probablement soit à Nice, soit à Bordeaux. On en a une grande à Toulouse. Il y aura un grand colloque d'une journée. D'accord. Il y aura aussi le docteur Charbonnier, Jean Stone, Emmanuel Ransford. Oui. Et puis je sais qu'il y a encore quelqu'un, mais là ça me vient pas. Mais disons que ça va être aussi un bel événement donc à Toulouse. Avec des gens que nous connaissons très très bien. D'accord. Voilà. Et puis sinon on a aussi, on sera à Marrakech. Alors là c'est plus compliqué, mais c'est une Française qui organise ça. C'est un colloque de 4 jours. Voilà, on s'inscrit, elle prend tout en charge, le vol, l'hébergement et le colloque et les repas. Et il y aura aussi Emmanuel Ransford. Là j'ai pas la liste de tout le monde, mais ça peut être sympa pour ceux qui savent pas quoi faire pour l'automne. Ça peut être un bel événement. On a une idée comment perçoit-on justement tous ces phénomènes au Maroc? Alors pour l'instant je ne sais pas. Je pourrais vous en dire plus par la suite. Plus tard alors. D'accord. Je dirais qu'a priori, d'instinct je dirais qu'ils sont certainement plus ouverts que nous à ce genre de choses, mais ça reste à voir, parce que après il peut y avoir des conditionnements aussi culturels et religieux aussi. Voilà, mais c'est vrai qu'en règle générale, ce qu'on a pu constater nous à travers les témoignages, c'est que dans les autres cultures, c'est quand même quelque chose qui est connu, et ils se demandent bien pourquoi nous on en fait tout un problème. Exactement, tout à fait. Voilà. Un collègue me fait remarquer que j'ai oublié de dire, on aura aussi une conférence à Lyon aussi, mais pareil, j'ai pas encore la date. Il suffit d'aller sur votre site, on mettra une bannière sur le site de la radio. Alors ce site internet, est-ce que vous pouvez nous donner l'adresse? Alors le site de la fondation, c'est www.isnoe, donc issnoe.ch. Et puis celui de la société, où là il y a aussi les événements qui sont annoncés, puisqu'on organise aussi des conférences, on fait venir des gens pour des conférences, c'est www.isnoe.com cette fois. Voilà, c'est la différence. Donc on retrouve toutes sortes d'informations, les conférences, des vidéos, je suppose. Voilà, il y a des vidéos, des interviews. On a des interviews de tous les gens qui sont intéressés par les phénomènes de la conscience. Et vos livres aussi, je suppose, on peut les retrouver. Voilà, d'accord. Il y a la possibilité d'acheter le livre, etc. Ouais. Est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs pour terminer? Alors peut-être par rapport peut-être quelque chose d'assez général sur les sorties hors du corps, puisque nous c'est vrai qu'on est souvent contactés par des gens qui se disent mais c'est fantastique, qui aimeraient sortir à tout prix de leur corps, qui demandent des techniques pour le vivre. Et nous notre réponse en général c'est plutôt de mettre les gens en garde, même si c'est un phénomène qui est effectivement assez fantastique et qui peut être, comme je l'ai dit, source d'épanouissement et d'évolution. Il faut savoir que ça peut être aussi extrêmement perturbant, et que si on n'est pas prêt à le vivre, ou que si on n'a pas fait déjà un certain travail sur soi, ça peut être une source d'angoisse, et que nous on n'est pas trop pour chercher à le provoquer à tout prix. On se dit que voilà, en général il suffit d'être très ouvert à ces phénomènes pour que le moment où ça doit se produire, eh bien ça arrive tout seul, et à ce moment-là on pourra toujours peut-être utiliser des techniques pour essayer de mieux le gérer. Mais voilà, restez prudent quand même, c'est pas quelque chose d'anodin. Et nous, on voit quand même beaucoup de gens qui ont beaucoup de peine à atterrir en vivant ça, soit spontanément, soit en l'ayant recherché justement par différents moyens. Donc, c'est rester prudent. Voilà, ce sera ça le message, et ça vaut pour tous les états modifiés de conscience. C'est peut être fantastique, mais il faut être bien accompagné et se faire guider. Se faire guider, effectivement. Alors je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission. Sylvie Détiolas, merci et à très bientôt, et bon courage pour la suite et pour vos recherches en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Fréquence Évasion.